Bonjour à toutes et tous. J'ai eu le plaisir de faire la conférence d'inauguration et j'ai donc le plaisir également de faire la session de clôture. Je crois que la boucle est bouclée et elle le sera encore plus, Inch'Allah, si vous me faites confiance pour l'année prochaine au 32e, j'espère, journée de la PRT. Alors, l'idée, c'est de vous faire partager des situations qui sont des situations difficiles, des situations étonnantes. Et à chaque fois, je fais en sorte d'essayer d'aller un petit peu au-dessus de la clinique et du réflexe thérapeutique que nous pouvons avoir face à des situations qui sont sur des diagnostics un peu communs, des formes un petit peu atypiques, puisque comme je le disais hier, enfin avant-hier, les formes atypiques des maladies fréquentes sont plus fréquentes que les formes typiques des maladies rares. Alors pour ça, il faut réussir ces examens. Alors quand on demande à l'ordinateur qu'est-ce que ça veut dire réussir ces examens en pédiatrie, il initialement nous propose des mots d'enfants qui m'ont fait sourire et que je vous partage. Voilà donc ce que le florilège et les perles de ce que nos jeunes petits étudiants au brevet nous sortent comme perles suite à des questions qu'on leur pose à des examens. Alors celle-là, je l'avais bien aimée. Je rappelle que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors bon, il y a un environnement social qui est parfois un peu différent. C'est vrai que Montaigne, il n'a jamais réussi à écrire, hein, il n'a que essayé. Et puis, ils ont un rôle mathématique que j'aime beaucoup. Alors ça, j'aime bien. Il a des côtés un peu partout, c'est très précis. Et puis cette ligne droite qui tout à coup elle se met à tourner, j'avais trouvé ça cocasse. Et puis quand à l'ovale qui a un cercle par rond, ça, il fallait quand même le trouver. Quant à cette phrase, les combats de radiateurs au lieu de gladiateurs, j'avais trouvé ça un petit peu cocasse. Toujours est-il que je vais vous raconter deux histoires qui m'ont marqué cette année. D'ailleurs, à chaque fois d'une année sur l'autre, je dis « Ah, celle-là, je vais essayer de la raconter l'année prochaine ». Et donc, ce ne sont que des faits réels. Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, sur les situations que je vais vous conter. Et véritablement, toute ressemblance avec ce qui s'est passé est complètement volontaire et n'est en aucun cas le fruit d'une coïncidence. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'une maman qui, à 2 reprises, a fait 2 malaises vagos devant moi. Alors, on n'était pas à lui donner de l'adrénaline, puisque j'ai vu qu'on était dans le choc déjà ce matin. 2 malaises pour 2 annonces diagnostiques chez un même enfant. Je vais vous raconter l'histoire de cet enfant, avec à chaque fois la mère qui, quand je lui annonce le diagnostic, fait le malaise, tombe dans les pommes et me dit surtout ne lui en parlez pas. Ces mamans qui veulent protéger leur enfant d'un diagnostic qu'elles ne peuvent pas entendre, elles, c'est quelque chose qui doit absolument porter à réflexion. Et donc, on a un jeune homme de 11 ans qui est judoka assez de bonne aloi. Et pourquoi je dis deuxième Dan? Parce que lui, il s'appelle Dan et sa sœur s'appelle Daniel. Donc j'aime bien. S'ils avaient eu un 3e enfant, je ne sais pas comment ils l'auraient appelé. Daniela, probablement. Toujours est-il que c'est la famille des Dan et collaborateurs. Et donc, il a, comme vous le voyez, un aft. Et donc, il a eu une fois, puis il a eu 2 fois. Et son médecin traitant me l'adresse parce qu'il a des aftes qui sont itératifs. Et donc, on se pose toujours la question de savoir, l'aftose, est-ce qu'il y a vraiment des définitions précises sur l'aftose? Ma réponse est oui. Effectivement, quand on a plusieurs fois des aftes, on parle plus d'aft, mais d'aftose. Quand
il y en a moins de 3 poussées par an, c'est ce qu'on appelle l'aphthose simple. Quand on a plus de 3 poussées par an, on appelle ça l'aphthose récidivante. Quand c'est une aphthose, qu'elle soit simple ou récidivante, mais qui est associée à d'autres lésions, on appelle ça l'aphthose complexe. Et si devant cette aphthose complexe, on est amené à faire un bilan et qu'on ne trouve rien comme étiologie, on dit que c'est une aphthose complexe primitive. Et si on trouve quelque chose, on dit que c'est une aphthose complexe secondaire. Donc vous voyez qu'on est quand même dans une terminologie précise. Alors je vais aller très vite sur l'organigramme et le diagnostic étiologique des aphtoses, puisqu'il y a un pas à pas qui est assez bien fait et sur lequel je vous demande de vous y référer. Eh bien, sur le diagnostic d'une aphtose, on va enlever tout ce qui est les signes associés pour essayer au maximum de se concentrer au début sur une aphtose récidivante isolée, qui était son cas, n'est-ce pas ? Et devant une aphtose récidivante isolée, quand un gastropédiatre reçoit cet enfant, ben, il a tendance à faire des examens. Sauf que l'examen clinique, il est normal. Que l'enfant, il va bien, que sa seule préoccupation, c'est de savoir s'il va être à la hauteur le dimanche à sa compétition de judo, et que le gastropédiatre, comme le pédiatre, dans ces cas-là, il doit essayer de faire la littérature pour retenir sa main d'examens complémentaires qui sont possiblement inopportuns. Que nous dit la littérature sur les aphtoses récidivantes du teenager? Eh bien, il dit que c'est, et je ne le savais pas avant de faire le talk, que c'est la maladie la plus fréquente de la muqueuse buccale chez l'adolescent, c'est 2 fois plus important que l'adulte, qui a des facteurs prédisposants. Sexe féminin, lui c'est un garçon, milieu socio-économique élevé avec stress, et il y a des enfants qui, comme ils ont mal au ventre avant une compétition ou avant un examen, il y en a qui font des aphtes. Et c'est effectivement un petit peu toujours handicapant. Et quand il y a des antécédents familiaux, ça fait partie des aphtoses récidivantes simples et des facteurs de risque. Autrement dit, quand les lésions buccales sont isolées, les recommandations sont de ne pas faire d'examen complémentaire, mais de suivre évidemment ces enfants. Et puis, si vraiment l'handicap, parce que ici tout le monde a déjà eu des aphtes, et tout le monde sait que ça fait mal, et tout le monde sait que c'est quand même handicapant, surtout dans le pays des agrumes. Et je ne vais pas revenir sur la consommation des agrumes, mais si on ne mange pas des agrumes au Maroc, où on va manger des agrumes? Et donc, l'aphtose, elle est encore plus handicapante. Et donc, il faut savoir traiter de manière symptomatique ces aphtes à répétition. Et pour ça, le meilleur, s'il y a beaucoup d'aphtes, parce qu'il y a des enfants qui font 10, 1 fois par mois, 2 fois par mois, des aphtes, et on ne trouve rien aux examens, et puis de toute façon, il ne faut pas les faire. Eh bien, ce qui marche le mieux, c'est la colchicine. Vous allez me dire, mais c'est le traitement de la fièvre la fièvre méditerranéenne familiale, qui peut donner des aphtes. Oui, mais là, on parle des enfants à qui il n'a jamais fait de fièvre, il n'a jamais eu de maux de ventre, il n'a jamais eu aucun symptôme de ce type-là. Donc, de manière non spécifique, la colchicine, alors vous savez que la colchicine, ça a des effets un petit peu adverses, mais que quand on a de la colchicine et qu'on a vraiment mal au ventre ou qu'on a de la diarrhée, ça veut dire que la dose, elle est trop importante pour l'enfant ou pour l'adulte d'ailleurs. Donc, vous avez plusieurs posologies, et cet enfant-là, j'avais commencé avec 0,5 mg 1 jour sur 3. Et avec ça, il avait au début un petit peu moins d'aphtes, et puis il n'avait pas d'effet secondaire. Sauf que ça continue à être de moins en moins bien, et elle est allée voir un autre médecin qui est allé à la phase 2, à savoir, qui lui disait, à chaque fois que vous avez des aphtes, vous prenez 3 jours de corticoïdes, vous allez voir, c'est magique. Et c'est vrai, corticothérapie orale à 0,5 mg kg jour pendant 3 jours, ça vous nettoie les aphtes. Je vous dis ça si jamais vous avez des soucis. Un petit peu de cortencil sur des durées courtes, ça fonctionne bien. Je ne parle pas de la dizulone ou de la talidomide, qui sont quand même des médicaments un petit peu plus difficiles à gérer au quotidien. Donc cet enfant-là, comme vous avez bien compris, il est un peu dans un nomadisme médical.
Il a vu son médecin traitant, il a vu un autre médecin, il vient me voir. Et puis, il vient me voir un peu parce que la mère, elle est un petit peu embêtée parce qu'en plus des aftes, et elle lui donne les corticoïdes et ça marche bien, là, elle le trouve un petit peu moins en forme. C'est toujours embêtant. Vous avez déjà eu ces mamans qui disent « Je le sens, il n'est pas comme d'habitude ». Et nos maîtres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut écouter les mamans. Sauf que il est fatigué, il n'est pas comme d'habitude. Nous, on ne sait pas comment il est d'habitude. Et voilà les lèvres de ce jeune homme. Et il n'a pas fait d'injection de Botox, il ne se prend pas pour Mick Jagger. Et puis on lui demande de tirer la langue, et là, ça m'embête, là. Donc ça m'embête, et dans ces situations-là, il faut vraiment regarder de manière très très précise, parce que on sait très bien que quand on a les lèvres épaissies, ça peut être une chéléite granulomateuse, qu'on appelle la chéléite de Micher. Ça peut être aussi, quand il y a une paralysie faciale associée, le syndrome que vous connaissez peut-être de Rosenthal, Melkerson-Rosenthal, qu'on voit aussi dans la sarcoïdose. C'est toutes les maladies granulomateuses qui peuvent donner ce syndrome-là. Et puis, dans ces cas-là, il faut essayer de chercher l'érosion fissuraire. Parce que ne biopsiez jamais un aft, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle va vous donner, la napate? Elle va vous dire aft. Merci. Et même si on biopsie autour de l'aft, il dit aft. Par contre, une ulcération, ça vaut le coup. Et donc cet enfant-là, vous l'avez bien compris, avait malheureusement une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Est-ce qu'elle évoluait à bas bruit depuis le début de son évolution ou récemment? Personne ne peut le dire. Toujours est-il qu'il faut savoir qu'il y a des lésions buccales dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, surtout dans les pathologies type des maladies de Crohn, dans 10 à 80%, et avec parfois des atteintes anorectales associées. Sachez que la maladie de Crohn est 150 fois plus fréquente que la maladie de B7. Parce qu'à chaque fois, on dit « Ah, aphthose bipolaire, maladie de B7 ». Il faut rester simple quand même. Et parfois, vous avez au niveau de la bouche, comme vous voyez en haut, un aspect pavimenteux. Cet aspect pavimenteux, on le voit, comme vous le voyez sur la coloscopie en bas, avec ce qu'on appelle l'aspect cobblestone, c'est-à-dire des pseudopolypes de régénération et des ulcérations profondes longitudinales. Ça, c'est caractéristique de la maladie de Crohn. Et donc, devant cette situation-là, j'évoque évidemment une maladie inflammatoire, et puis l'évolution continue à se faire, et cet enfant, dans la coloscopie qui a suivi, a effectivement montré tout ce qu'il y a et tout ce qui est cohérent avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, plutôt de type maladie de Crohn, comme vous allez le voir. Et là, je fais l'annonce diagnostique. L'annonce diagnostique, je vous rappelle que c'est un espace, on n'annonce pas ça dans le couloir. C'est un temps, il faut au moins 30 minutes, voire 1 heure. Il faut les 2 parents. Et dans la région parisienne, je vous rappelle qu'un enfant sur 3 est issu de parents divorcés. Je ne sais pas comment c'est à Marrakech. Donc, parfois, ce n'est pas facile. Mais si on n'a pas le temps, l'espace et les 2 parents, l'annonce va être caduque et va être mal vécue. Il faut savoir que c'est un vrai traumatisme, cette annonce. Et donc, je dis à la mère, votre enfant a probablement une maladie de Crohn. Et là, la mère, elle fait « PAH !» comme ça. Et là, le gamin dit « Mais maman !» Et il me regarde, genre « T'es médecin, fais quelque chose !» Et moi, j'ai envie de lui dire « Moi, au-dessus de 18 ans, je ne sais pas faire. » Mais bon, j'essaye. Alors, comme je n'avais pas assisté aux conférences sur l'adrénaline, je ne sais pas quoi, la noradré, je lève les jambes de la maman. Et honnêtement, je n'osais pas lui faire un bouche à bouche. Alors, je lui fais un petit pseudo-massage mammaire qui n'a pas, à mon avis, été très, très efficace, je dois en convenir. Toujours est-il que la mère se réveille un petit peu, mais elle était livide. Et le gamin a compris, vu l'attitude de sa mère, que c'était une maladie qui était un petit peu difficile à encaisser, si je puis dire. Et donc, je fais cette annonce, comme vous voyez, CRP élevé, anémie inflammatoire. Vous connaissez les 2 anticorps
qui sont plutôt dans l'orientation sur une Mickey P en K, c'est plutôt des Mickey type rectocolite hémorragique. ASCA, c'est plutôt des Mickey de type maladie de Crohn. Et donc, il a cette entérocolite et cette iléocolite, comme c'est quelqu'un qui a besoin d'être sportif, hein, et la mère me dit il faut faire quelque chose, peut-être que je lui ai donné... parce que les mères se culpabilisent, vous savez ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Et quand on leur explique la physiopathologie de la maladie de Crohn, pas facile, entre le côté prédisposition génétique, le côté environnemental avec, on va dire, le microbiote, l'alimentation, et puis le côté, on va dire, psychosomatique, c'est compliqué. Donc je lui explique ça et la mère dit de toute façon, moi je veux pas de médicaments, j'ai peur des médicaments, donnez-lui les choses qui sont les moins toxiques possibles, je veux quelque chose de plus bio possible. Et là, vous savez, et je rebondis sur ce que mon ami Patrick Tougnan a dit hier sur les maladies de Crohn, il ne parle jamais d'alimentation. Peut-être que lui, il ne parle pas, mais sachez que les parents, eux, ils vous en parlent. Et sachez qu'il y a quand même, depuis 2019, une véritable thérapie de la maladie de Crohn par l'alimentation, avec ce fameux CDED qui est une diète, entre guillemets, d'exclusion, qui peut se donner tranquillement à la maison sans qu'on a besoin d'aller à l'hôpital, parce que les plus anciens d'entre nous, gastropédiatres, mettaient des sondes avec des nutritions entérales. Et donc, au dernier congrès à Helsinki de l'ESGAN, il y a eu une belle étude comparant l'efficacité de cette diète d'exclusion avec des enfants qui mangent chez eux versus ceux qui ont une sonde dans le nez avec un produit spécifique 20 heures sur 24, le résultat est le même. Donc déjà, il faut arrêter de proposer des diètes très spécifiques et élémentaires chez les enfants. Ça, et on l'a vu en vidéocapsule, ça guérit même, ça met en rémission, je vais dire plutôt, les lésions au niveau de l'intestin grêle. Et donc c'est une nouveauté. Quand je dis nouveauté, je ne vais pas me lancer une fleur, hein, mais... Vous savez que j'aime toujours bien parler de moi pour aller un petit peu plus loin. Hein. Et il y a eu une thèse qui a été faite il y a quelques années, j'en conviens, sur le sujet. Je vous ai fait une copie. Ne regardez pas la date, ça me gêne. Toujours est-il que c'est quelque chose qui a fait l'objet de ma thèse. Et quand je l'avais présenté au premier congrès, il y avait eu un premier congrès de gastropédiatrie au CNIT. Je me rappelle très bien avoir présenté le sujet de ma thèse avec deux éminents gastropédiatres dont je citerai leur nom parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, qui sont le professeur Turc de Lille et le professeur Olive de Toulouse, qui, après ma communication, se lèvent. Moi, j'étais jeune interne quand même. Enfin, j'avais fait ma thèse, quoi. Et le premier professeur me dit « Je ne comprends pas l'intérêt de votre étude ». Et le deuxième dit « Vous ne pouvez en aucun cas dire ça, l'alimentation ne fait rien dans cette maladie, c'est une maladie inflammatoire, ce n'est pas une maladie nutritionnelle ». Comme quoi, d'abord, même les grands pontes peuvent se tromper. Et deuxièmement, parfois, on lance entre guillemets, une petite bouteille à la mer, et ce n'est que quelques années plus tard que mon idée, qui était une petite idée, a trouvé, on va dire, une vraie pertinence au sein de la communauté internationale. Donc c'est quoi cette diète? Cette diète, c'est simple, on mange une portion par jour, soit de poitrine de poulet, soit 2 œufs par jour, plus des pommes de terre, plus 2 bananes ou une pomme avec un lait, et avec ça, on se met en rémission de maladie de Crohn. Alors, ça veut dire qu'il faut exclure le reste. Il faut exclure le reste. Et donc,
comme ça n'avait pas tellement de goût, et je vous donne ça, ça date de 15 jours, hein, ça s'appelle donc le Tasty and Healthy Diet. Eh bien, si on donne à un enfant qui a une maladie de Crohn tout ce qui est produits transformés, c'est-à-dire alimentation pré-cuisinée, si on enlève le gluten, si on enlève la viande rouge et si on enlève les laitages, sauf le yaourt, les enfants se mettent en rémission. Regardez les résultats. Vous allez me dire, oui, mais les parents, ils ne savent pas faire ça. Eh bien, nous, vous savez, pour ceux qui font des régimes, il y en a parfois qui reçoivent chez eux, tous les jours, l'alimentation de la journée, comme ça, ils sont tranquilles. Eh bien, on a fait ça pour les maladies de Crohn, ça s'appelle CD Treat. Alors, ça ne donne pas tellement envie de manger quand on voit ce qu'il y a dans l'emballage, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que toutes les maladies de Crohn doivent être traitées par ça? Je n'ai pas dit ça. Mais quand on est chez un adolescent, quand on est avec un impact pubertaire, avec, comme vous savez, un impact négatif quand même de la corticothérapie, eh bien, il faut se poser la question. En tout cas, on vient de publier ces sous-presses. On voit que sur les 32 derniers patients à qui on a proposé ça, eh bien, il y en a un tiers qui ont arrêté le traitement parce qu'ils craquaient et qu'ils étaient plus déprimés de ne pas manger que douloureux à cause de leur maladie. Vous comprenez un petit peu mon... Et donc, cet enfant-là, très rapidement, il en a eu marre de manger de la poitrine de poulet et des œufs. Et donc, il est revenu me voir en disant je veux quelque chose d'autre. Et donc, on est passé dans des traitements immunosuppresseurs que je vais citer, à savoir l'azatioprine, associé avec l'infliximab. Puis ensuite, on lui a donné de l'adalimumab. Et puis ensuite, on lui a donné de l'ustekinumab. Et vous voyez ici toute la série des biothérapies qu'on peut donner à ces enfants-là. Et c'est là, parce que là, je vous ai dit 2 annonces pour un enfant, c'est là où vous dites il va y avoir autre chose là. Il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, à savoir que lors d'une injection en hôpital de jour, je vois l'enfant qui boite. Et je lui dis, mais t'as mal? Il me dit, je l'examine, il a vraiment une douleur au niveau fémoral, ostéonécrose aseptique de la hanche, il n'est pas sous corticoïde, une fracture, il n'y a pas d'élément particulier, une épiphysiolyse, il n'est pas en surpoids. Je me dis, je fais une radio normale. Je dis quand même, c'est pas possible. Je téléphone au radiologue, je dis, t'es sûr la radio est normale parce qu'il boite. Et il me dit, oui, je l'ai vu là dans la salle d'attente, effectivement, il boitait. Je lui dis, on ne peut pas lui faire une IRM? Il dit, je ne sais pas si j'ai... Et puis il me rappelle 5 minutes après, il me dit, voilà, si tu me le descends dans les 10 minutes, je te fais l'IRM. Parfois, c'est marrant parce que la médecine, c'est très cadré. Et puis parfois, un coup de fil, on a l'impression que tout ça se passe. Et là, je demande au brancardier, est-ce qu'en 10 minutes, tu peux m'envoyer l'enfant en radio? Et il me dit, non, j'ai des trucs à faire. Et là, je vous raconte l'histoire comment c'est passé. Hein. J'ai pris le fauteuil, j'ai pris l'enfant, et j'ai été jusqu'à la sortie de l'hôpital de jour quand la cadre, vous connaissez les cadres? Vous avez cette spécificité d'infirmière, super infirmière qui encadre. On a l'impression qu'ils ont fait un petit peu l'armée avant. Et la major, exactement. Et ce n'est pas une majordome, c'est souvent une femme dans cette affaire-là. Elle me stoppe. Elle dit, docteur, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Vous n'avez pas les compétences pour emmener, vous, cet enfant à la radio. Je lui dis, je pense que je peux pousser le chariot. Elle me dit, vous n'êtes pas habilité. Je lui dis, écoutez, je prends sur moi. S'il y a un problème dans l'ascenseur, je prends sur moi. Et donc, après une rixe modeste, hein, mais elle a quand même appelé l'administrateur de garde hein, pour dire que le médecin va au-delà de ses responsabilités. Bon, je l'amène et bien m'en a pris, puisque voilà son IRM, comme vous voyez, il y a une lésion en flair hein, qui flash. Et là,
J'appelle immédiatement l'interne et je lui dis, t'as eu le bilan là qu'on a fait, on était à l'hôpital de jour, hein. T'as eu le bilan qu'on a fait là ce matin. Il me dit non, je ne les ai pas encore vus. Et je lui dis, bon, ben, je reviens, je laisse l'enfant en train de se rhabiller et je remonte. Et là, je vois le bilan qui a été fait le matin même. 86 400 blancs. Ouf. Alors là, je me dis, je téléphone à l'hémato. L'hémato me dit, bon, faut qu'on le voie, il faut qu'on... L'enfant est hospitalisé en hématologie. Je vous la fais courte parce que on ne va pas perdre du temps là-dessus. Et en plus, ce n'est pas ma spécialité. On retrouve le chromosome de Philadelphie. On voit que cet enfant développe une leucémie myéloïde chronique. MC, je connais, mais LMC, alors là, walou. Hein. Je me suis dit, Et effectivement, c'est un des effets extrêmement rares et extrêmement adverses des immunosuppresseurs en général et de l'azatioprine en particulier. Et donc là, je vais, avec l'hémato, faire l'annonce diagnostique avec que la mère. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère ? Pouah ! Une leucémie. Elle dit, mais il va mourir. Dans notre tête, qu'est-ce qu'on dit ? On dit peut-être. Hein. Compliqué. Et on se sent très responsable. On se sent très responsable. On lui a proposé un traitement qui a eu un effet iatrogène majeur. Et donc, dans ce côté très très mal à l'aise, hein, vous me sentez, hein, j'étais vraiment pas bien. Hein. L'hémato, lui, il a l'habitude. Il dit, bah, on va faire le protocole. J'aime bien quand la mère, elle est par terre, malaise, nous, on est en sueur, on se voit déjà derrière le barreau, et l'autre collègue, il dit, on va faire le protocole. Celui-là, j'ai envie de le caser avec la cadre, hein, c'est sûr. Et on fait le protocole. Et le protocole dans les leucémies myéloïdes chroniques, c'est donner de l'imatinib, Glivec. Et puis on le traite. Bon. Et là, si je vous dis que Dieu existe, vous allez me dire, c'est un petit peu un raccourci. Hein. Sous Glivec, sa maladie de Crohn se met en rémission. Il prend 11 cm, il prend 7 kilos. Et on a dit, bah, voilà. Sauf que comme c'est un adolescent, et que les adolescents ne sont pas des champions du monde de la compliance, à un moment, il arrête le Glivec pendant 3 semaines. Et là, on voit ces globules blancs qui remontent, mais surtout, il se remet en poussée, alors que j'avais arrêté tous les traitements de la maladie de Crohn. On remet le Glivec, plus rien. Maladie de Crohn éteinte, et sa leucémie, à nouveau, se met à guérir. On a quand même, puisque j'ai vu qu'il y avait des allergos, on a le côté genre éviction, réintroduction. Et on s'est dit, peut-être qu'on a trouvé par hasard un traitement qui... Et on l'a publié, et on l'a utilisé chez 6 enfants sur, à titre compassionnel, hein, l'intérêt du Glivec dans les maladies de Crohn réfractaires. Et puis, on l'a utilisé quelques fois, hein, mais comme les biothérapies sont de plus en plus puissantes, nous, on le met en bout de chaîne. Mais comme il y a à chaque fois des chaînes qui s'allongent, le bout de chaîne, il devient de moins en moins utilisé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et puis, comme on fait la littérature, et que imatinib, c'est difficile à dire, on regarde ce qui se passe. Et puis, on voit que les nouveaux traitements des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme de l'arthrite chronique juvénile, comme des pelades, comme d'autres phénomènes inflammatoires, ça finit par inhibe aussi. De toute façon, quand il y a inhibe, ça inhibe. Sauf que ce n'est pas pareil. Et donc, je vois le tofacitinib. C'est bizarre, quand même. Et je me mets en relation avec les, entre guillemets, les concepteurs des anti-JAK.
Et là, à ma grande surprise, il y a un des spécialistes du Research and Development qui me dit oui, ben on a vu par hasard une publication sur l'utilisation de l'imatinib. On s'est dit, étant donné que c'est des mêmes voies de signalisation, peut-être que ça pourrait marcher dans la maladie de Crohn. On s'est lancé et ça a fonctionné. Comment une maladie, un traitement anticancéreux est devenu un traitement anti-inflammatoire, parce que c'est des mêmes voies de signalisation. Pour les spécialistes, je vous montre un petit peu tous les médicaments avec toutes les voies de signalisation. Les anti-JAK, c'est un petit peu en haut à 11 heures, là. Et on voit que cette voie-là, elle agit à la fois dans le processus inflammatoire et à la fois dans le processus anticancéreux. Et de ce fait, ça leur a donné développer ce médicament, non plus pour traiter les cancers, mais en le modifiant un petit peu, pour traiter les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et voilà la dernière publication d'il y a 15 jours. Nous, on en a mis déjà 25. Et puis, de plus en plus, vous aurez dans l'idée ce traitement nouveau qui s'appelle les anti-JAK. Anti-JAK. Pour moi, JAK, c'était plutôt Hit the Road JAK. Mais là, on est dans une situation où Ray Charles probablement aurait retrouvé sa vue. En tout cas, on a beaucoup d'utilisation de ces anti-inflammatoires extrêmement puissants qui se donnent par la bouche. C'est un comprimé par la bouche. C'est quand même magique. D'accord ? Il faut faire attention si les enfants n'ont pas d'herpès, parce que ça favorise les explosions de récurrence herpétique. Et donc, je voulais vous exposer une situation où, en fait, un progrès médical a été basé sur le hasard. Parce qu'on connaît l'évidence-based medicine, on connaît l'expérience-based medicine, et donc je vous propose, là, aujourd'hui, c'est la première fois que c'est un topo que j'ai fait que pour vous, que j'ai fini à 3h moins quart du matin, random-based medicine. Et comment, quand on fait une découverte scientifique par hasard, eh bien, est-ce que ça a un nom ? Je l'ignorais, oui, ça a un nom qu'on a emprunté des Anglais, qui disent serendipity. Eh bien, en français, en arabe, vous allez sûrement le trouver, c'est à vous de l'initier, ça s'appelle la sérendipité. Qu'est-ce que la sérendipité ? Eh bien, c'est une découverte scientifique faite par hasard. Et c'est amusant parce que mon premier topo que vous m'aviez demandé de faire, c'était l'intelligence artificielle avec les algorithmes prédictifs. Et puis là, on voit qu'à l'ère de l'hyperscience, il y a certaines découvertes qui se révèlent que par accident. Mais pour arriver à faire ça, il faut être tenace. Vous avez vu que je n'ai pas lâché l'affaire, que j'ai essayé avec d'autres patients. Il faut être audacieux. Parce que pour donner un médicament à titre compassionnel, il faut être audacieux. Surtout que pour les autres, quand on a déjà eu un traumatisme d'avoir donné un médicament qui a quand même mis une leucémie à un patient, redonner un médicament, c'était courageux quand même. D'accord ? Et donc il faut toujours savoir, à mon sens, et je sais qu'il n'y a que des cliniciens ici, il faut savoir regarder les autres, regarder autour de soi, être à l'écoute des tout petits riens qui font le tout, qui nous percutent, qui nous bousculent. Et peut-être que c'est véritablement ça, l'art médical, c'est conjuguer la rigueur de la science avec l'ouverture à son intuition et une curiosité constante. J'ai travaillé avant d'écrire ça. Et je voulais vous partager ça, parce que je ne dirais pas qu'il n'y a qu'au Maroc, mais je ne dirais pas qu'il n'y a qu'à Marrakech. Mais c'est en vous connaissant que je vois que parfois, il y a certains médecins qui n'ont pas les moyens, mais qui ont une curiosité qui va au-delà. Et je vous félicite, il faut continuer à être curieux. Parce que grâce à ça, vous allez rendre service aux enfants, vous allez trouver. Il faut continuer à faire ces congrès, il faut continuer à aller au congrès. Et même si c'est des choses qui vous paraissent un peu lunaires, vous allez voir que vous allez toucher la Lune. En tout cas, des exemples en gastropédiatrie de sérendipité, on le connaît. Il y a eu la famine en 1944 en Hollande.
Et donc, il n'y avait plus de blé disponible. Et on a vu que, alors qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim et qui étaient cachectiques à cause de la famine, il y en a, à cause de la famine, qui étaient guéris. Une famine qui guérit. Incroyable. On a découvert la maladie cœliaque. William Carroll Dick. Je vous ai raconté déjà l'histoire de l'Helicobacter pylori. Je vous la raconte encore. 23 minutes, j'ai le temps. L'histoire, elle est incroyable. Donc c'est Barry Marshall et Robin Warren. Et donc le Marshall que vous voyez là, qui n'avait rien d'un shérif, il est là et c'était Monsieur Boîte de Pétri. Et sa femme, elle en avait, mais alors pas marre, elle en avait marre. Et à un moment, ils doivent partir en week-end. Ils doivent partir en week-end et sa femme lui donne un... J'espère que, messieurs, vous n'aurez jamais ces revendications. Hein. Elle lui dit texto, c'est lui qui a raconté ça en congrès, donc je peux me permettre de répéter ce qu'il a dit. Hein. Et il dit, voilà, ma femme m'a dit, tu choisis, c'est soit les boîtes de pétri, soit nous pendant le week-end. Et, dit-il, j'ai un peu hésité, je dois vous l'avouer. Sans commentaire. Toujours est-il que le matin pour partir, il dit à sa femme, écoute, juste, j'ai encore une manip à faire, tu m'attends un quart d'heure, je reviens. Sa femme, follement amoureuse, parce qu'il faut l'être, hein, bloque avec la valise sur le toit et tout. Hein, et il part un quart d'heure, sauf qu'au bout d'une heure, elle klaxonne, elle n'en peut plus. Et là, elle l'appelle et elle dit, soit tu descends tout de suite et on part en week-end, soit on part tout seul avec les enfants, mais on ne revient plus. Et là, il a dit, j'ai moins hésité. Et donc, il est descendu et il a laissé ses boîtes de pétri à l'air. Et quand il est revenu le lundi après-midi, parce qu'il a dit que le lundi matin, il avait fait une rallonge, eh bien, c'est grâce à ce milieu de culture particulier qu'il avait mis, mais qu'il pensait faire sous anaérobie, qui a été faite sous aérobie prolongée, qu'il a découvert Helicobacter pylori. Donc comme quoi, parfois, le hasard, les femmes font toujours bien les choses, bien sûr. Mais comme quoi, parfois, le hasard est quelque chose qui peut nous amener une pertinence, sérendipité. D'accord ? Donc il ne faut pas être coincé par l'intelligence artificielle, l'électronique, le robot. De toute façon, moi, j'ai pris mon camp, puisque à force de dire ça, j'ai eu cet avis hier de Microsoft qui m'a dit « Votre compte a été verrouillé. » Voilà. Arrête de dire du mal de moi je te verrouille ton compte. On va passer maintenant aux autres observations. J'espère que le son va passer. Oui. J'ai demandé à passer avant manger exprès. Hein. Je vous le remets. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il rote. OK ? Mais il ne rote pas comme nous, on serait amené à roter. Hein ? À chaque fois qu'on rote, ma mère disait, je ne sais pas ce que ça veut dire, bratalla. Ça veut dire quoi ? Vous me direz. Bon, quand je rotais, elle me disait ça. Et donc, il faut savoir que Rho, ce n'est pas qu'une lettre grecque, et que cet enfant de 13 ans, sans antécédents notables, a des éructations, mais très, très bruyantes, et il fait ça 50, 100 fois par jour. Vous imaginez ça, 50, 100 fois par jour ? Et donc, c'est apparu après un déménagement, majoré à l'école, pas de régurgitation, pas de pyrosis. Et donc, c'est quoi vraiment la définition de ces éructations avec une épidémiologie qui est très particulière. Donc, quand on ingère de l'air et que ça nous fait mal au ventre, c'est l'aérophagie. Et quand cet air ressort, donc, on appelle ça l'éructation, belching en anglais. Et donc, il paraît que c'est physiologique jusqu'à 30 fois par jour. Donc, arrêtez quand même de vilipender les gens qui rotent devant vous. C'est normal. D'accord ? Mais quand c'est excessif et quand c'est compliqué. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais aller très très vite.
c'est sûr que normalement, vous savez que quand on ingère quelque chose, le sphincter s'ouvre, puis ensuite, quand ça va dans l'estomac, le sphincter se ferme. Mais vous savez que s'il y a une pression trop importante au niveau de l'estomac, et c'est ce qui se fait chez tous les bébés qui boivent une ration de biberon normale, eh bien, on a des relaxations inappropriées, et de ce fait, il y a des remontées qui se fassent. C'est la physiopathologie des régurgitations du nourrisson. Mais chez le plus grand, eh bien, c'est ce qui peut amener, si jamais le sphincter supérieur s'ouvre également, à ces éructations massives. Un autre système, c'est ceux qui avalent beaucoup d'air, et comme c'est en dehors des repas, le sphincter il reste coincé, et donc, à ce moment-là, il y a une percussion avec le sphincter et l'air qui cogne le sphincter et l'air qui remonte, comme une sorte de ping-pong. D'accord ? Quand, à l'intérieur de l'estomac, ce n'est pas de l'air qui remonte, mais c'est de l'alimentation, eh bien, parfois l'enfant, du coup, il est habitué à ça et il a un comportement un petit peu pathologique. Donc là, il mange. Moni, tu vas mettre la chemise de nuit, ma chérie? Pourquoi? Bah comme ça, si t'as sauté, ça sera déjà... Vous voyez, il avale, il mange. Voilà, ça y est, il a avalé. Ça y est, là, il est avalé. Regardez, il avale. Il se mouche le nez un peu. Donc il vient d'avaler là. Hein. Regardez sa tête. Ça, c'est le méricide. Vous avez vu? Donc, est-ce qu'il y a... C'est impressionnant, hein? Vous avez vu sa tête, comment elle a changé, hein? Est-ce qu'il y a des examens complémentaires à faire? Là, on en a fait une et on a fait une radio. Alors, l'interne, il est venu me voir immédiatement. Il m'a dit, il y a un pneumopéritone chez ton enfant qui va bien. Je lui dis, t'es sûr? Alors, comment ça s'appelle quand il y a une interposition d'air entre le côlon et le diaphragme? C'est une coquetterie anatomique des radiologues. Vous savez que les radiologues, ils aiment bien inventer des mots. Il y a des radiologues dans la salle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Chilaiditi. D'accord? Et donc, le Chilaiditi sign, c'est absolument pas, évidemment, un pneumopéritone. Comment on fait la différence? On voit dans l'air des ostrations coliques. D'accord? Donc c'est une interposition du côlon entre le diaphragme et le foie. C'est le plus souvent à droite, mais parfois il y en a un petit peu à gauche, comme vous le voyez ici dans cette publication. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ceux qui font de l'aérophagie font volontiers beaucoup plus de Chilaiditi que la population contrôle. Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des radios, parce que sinon on pathologise quelque chose qui est déjà difficile. Alors, est-ce qu'il y a des examens complémentaires à faire? Je vais aller vite parce que là, on rentre dans l'hyperspécialité et avec, on va dire, la valeur, non pas de la pH-métrie ou de la pH-impédance-métrie qui mesure l'air qui sort, mais de la manométrie à haute résolution. Je ne sais pas si vous avez ce matériel, donc je vais aller vite sur ces manométries haute résolution, mais ces manométries haute résolution montrent est-ce qu'on est plutôt dans de l'aérophagie? Est-ce qu'on est plutôt dans de la rumination? Est-ce que c'est plutôt de l'éructation? C'est quelque chose d'intéressant. Toujours est-il que ces enfants-là, eh bien, une fois qu'on a vu un peu les différents diagnostics qui peuvent être, on va dire, évoqué. Là, manifestement, c'est apparu brutalement après un changement à la fois de lieu et puis avec une histoire au collège qui... On voit très bien qu'on a quand même un développement qui est très psychosomatique chez cet enfant qui éructe et qui n'a pas de trouble du spectre autistique à l'évidence. Alors ces enfants-là, moi je les mets toujours sous IPP, parce que quand ça remonte, il n'y a pas que de l'air, il y a toujours un petit peu de liquide gastrique acide. Mais ce qui marche le mieux dans ces situations-là,
à n'en pas douter, c'est la respiration abdominale. C'est quoi? Alors, essayez avec moi là. C'est-à-dire, vous inspirez par le nez et en même temps, vous gonflez le ventre. C'est complètement antiphysiologique, ça. Hein. Ben, ça, je peux vous assurer que si jamais vous avez le hoquet, si vous avez un petit peu de remontée, si vous avez des ballonnements, ça, c'est très efficace. Hein. Et vous le faites régulièrement. D'accord? Parfois, il faut un kiné au début pour apprendre, mais généralement, on devient très vite autonome. Ça, c'est l'éructation physiologique banale suite à un traumatisme. C'est beaucoup plus fréquent que vous l'imaginez. D'accord? Deuxième observation. Vous voyez que cet enfant, en plus, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal. Elle a un pyrosis, ça remonte. Hein. Vous entendez là? Merci la régie hein, d'avoir travaillé le son, parce qu'au début, il n'y avait pas de son. Donc cet enfant-là, c'est extrêmement difficile parce qu'elle a l'éructation, mais elle a aussi beaucoup de nausées, elle a des vomissements et elle n'est pas bien du tout. Hein. Elle a perdu du poids. Je lui fais TOGD, ésogastrodiodenoscopie, scanner abdominal, bilan sanguin, bilan métabolique, négatif. D'accord? Je le fais. C'est la patiente, je me rappelle très bien, parce que c'est la première patiente que je vois quand je me suis installé dans le privé où on m'a dit « T'inquiète pas, tu as des constipations banales, ça va aller vite. » Paf! La première, elle arrive comme ça. Je me suis dit « Je suis mal parti. » Et donc, au bout d'un moment, je réfléchis et je demande donc une IRM, bien sûr. Parce que quand même, nausée. Puis vous avez vu que neurologiquement, on a l'impression qu'elle est un peu affectée, elle est un peu ailleurs. Et là, l'IRM, à ma grande surprise, me dit aucune anomalie pathologique, mais présente d'objets blancs non identifiés. Ils appellent ça OBNI. Alors moi, j'étais un peu obnubilé par ces trucs-là. Là. Je dis, c'est quoi ce truc-là, OBNI? Et le radiologue, genre, moi, j'ai que ça à faire. Les radiologues et les retraités, ils adorent la bibliographie. Et alors, il me dit, voilà, je te donne la biblio. Je dis, mais c'est pas ça que je te demandais. Je dis, c'est quoi, c'est OBNI? Alors voilà. OBNI, c'est des objets blancs, mais ça n'a pas vraiment de valeur. C'est peut-être incomplet, c'est peut-être des séquelles. ChatGPT dit, voilà, c'est peut-être artefact, calcification, on ne sait pas. Je dis, ça ne me convient pas trop. Et il y avait donc quelques petites lésions. Et puis surtout, dans l'imagerie, il m'avait fait qu'une imagerie encéphalique. Quel est le centre du vomissement? Où se situe le centre neurologique du vomissement? Dans le bulbe. Si vous redoutez une hypertension intracrânienne, ça suffit. Hein? Mais si vous voulez voir, est-ce qu'il n'y a pas une irritation du centre du vomissement, il faut regarder le bulbe. Comment s'appelle cette aire d'où naissent les vomissements? Qui sont les vomissements, donc, d'origine neuroencéphalique. Ça a un nom. Latin, ça fait chic. Il faut quand même valoriser ceux qui sont là le dimanche matin, quand même. Vous dites, ah bon, t'es parti avant la fin? Tu ne sais pas ce que c'est. Donc, ça s'appelle l'area postrema. D'accord? L'area postrema, c'est quand elle est inflammatoire, cette lésion-là. Vous la voyez là? Non, on ne voit pas. Vous voyez, il y a un petit truc rouge là. Vous voyez ce petit hypersignal? Et on le voit dans l'autre coupe. Vous voyez au niveau du bulbe, là, le truc qui est blanc, qui est un peu en arciforme, là? D'accord? Et donc, quand on a une inflammation de l'area postrema, ben ça fait comme ça des vomissements qui sont spectaculaires avec des enfants qui ont des hoquets, des éructations, et donc c'est monté là. Et je me suis dit, waouh, premier patient, premier diagnostic. Bon,
je ne suis pas bien au niveau dans mon business plan parce que j'ai mis 50 minutes pour la première consultation, mais bon. Et donc, je regarde un petit peu de quelle famille fait partie cette inflammation et cette neuromyélite, n'est-ce pas? Ça fait partie des neuromyélites optiques. Hein, et donc, en anglais, Area Postrema Syndrome, APS, ça fait partie des Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, NMOSD. D'accord? Avec des choses comme ça. Et donc, le radiologue me dit, bien joué de m'avoir montré le bulbe, super. Et donc, je dis, ça y est, j'ai fait le diagnostic de l'Area Postrema Syndrome pour le confirmer, étant donné que c'est une neuromyélite auto-immune, il faut trouver les anticorps. Les anticorps, ils s'appellent, je l'apprends avec vous quand j'ai fait l'observation, depuis, je le sais, donc c'est AQP4 en IgG. D'accord? Est-ce que c'est fréquent? Non. Est-ce que quand on le cherche, parfois on le trouve? Oui. C'est des enfants qui ont des vomissements comme ça, ils ont tous le hoquet et ils éructent. Nausées, vomissements, altération de l'état général. L'idée, c'est que quand vous demandez une IRM, je vous en conjure, demandez le bulbe aussi. D'accord? Pour voir cette zone, si elle est inflammatoire ou pas. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire devant une suspicion de syndrome de l'area postrema? Eh bien, doser les anticorps pour voir s'il y a vraiment cette neuromyélite et puis prendre en charge. Et moi, je l'envoie directement en neurologie parce que je n'ai pas les compétences pour prendre en charge cet enfant. Et donc, je continue à regarder. Le neurologue dit oui, effectivement, c'est ce syndrome-là. Je te le renvoie en consultation et nous, on le revoit. Et le neurologue me dit on la revoit sous corticoïde, on la revoit dans 3 mois. Je dis wow, 3 mois avec ça, elle n'est pas bien, vous avez vu quand même. Et donc, je la revois, moi, 1 semaine après. Et là, je regarde un peu les différentes étiologies. Je dis OK. Et puis, je regarde les points clés. Vomissement chronique inexpliqué, l'IRM avec la localisation bulbaire, souvent révélateur de pathologie neurologique sévère, diagnostic précoce, traitement efficace. Donc, je coche les croix. Et puis, je revois la troisième et je dis souvent révélateur de pathologie neurologique sévère. Est-ce qu'il faut que je m'arrête là? Vous connaissez la suite alors. Il ne faut pas que je m'arrête là. Et puis, ça n'a rien à voir les ovnis là, avec le truc là. Le syndrome de l'area postrema n'a rien à voir avec les ovnis. Quand on a 2 coïncidences, et là on fait... Je regarde les publications, qu'est-ce qui peut être sous-jacent à ce syndrome de l'area postrema. Et je dis, bon, arrête, refais une IRM. D'accord? Elle a eu une première IRM, la deuxième avec le bulbe, 3e IRM. On a l'impression qu'on faisait de la dichotomie, là. J'avais aucun lien avec la radiologue. Et là, 3e IRM. Alors là, les objets blancs commencent à être identifiés, là. Avec franchement une démyélinisation importante. Et cet enfant a déclenché une sclérose en plaques. Pour ma première consultation de gastropédiatrie dans le privé, faire un diagnostic de sclérose en plaques, je lui ai dit ça, je ne peux pas... il faut vraiment que j'en parle à mes collègues Marrakchi. Ben, pas bravo pour l'enfant, mais pour moi, mais comme c'était un peu le hasard tout ça, mais je vous ai montré comment ça s'est passé. D'accord? Avec les traitements de première ligne, seconde ligne, c'est pas moi qui traite. Mais en lisant le PNDS et en faisant la littérature, peut-être que vous avez plus de sclérose en plaques qu'avant. Peut-être que, en tout cas en France, il y en a beaucoup plus. Il y a 15 fois plus de sclérose en plaques. Et on dit parce qu'il y a plus de pathologies auto-immunes, etc. Et donc, il y a eu des registres qui ont été faits pour identifier c'est quoi les facteurs de risque. Et donc, j'ai regardé les facteurs de risque. Et à votre avis, quel est le facteur de risque majeur qui sort, qui fait qu'on multiplie son risque
de développer une sclérose en plaques de 36 fois. On n'est pas loin. L'infection à Epstein-Barr virus. Et donc je reviens dans l'observation et effectivement, cet enfant avait fait la fameuse maladie des amoureux avec une petite splénomégalie, avec un virage Epstein-Barr virus, 1 mois avant cette symptomatologie de area post-trema dans le cadre d'une sclérose en plaques. Et dans les avances de traitement, eh bien, le grand espoir, c'est quoi? Et peut-être que vous le savez, je ne sais pas si les vaccinologues sont encore là, mais en tout cas, dans les 5 ans, vont arriver les premiers vaccins anti-Epstein-Barr virus. Et c'est sûr que si on vaccine les enfants, on aura probablement moins de sclérose en plaques. Évidemment, vous voyez, tout ça, c'est de la publication récente, et je ne vais pas parler de ce qui n'est pas ma spécialité. Mais c'est quand même des ouvertures intéressantes. Et je reviens sur ce que je disais, il faut être ouvert, il faut regarder les autres, il faut regarder nos enfants, il faut regarder les parents, il faut regarder ce qu'on fait, et puis il faut avoir une polarité positive. J'adore ça, savoir que soigneur, c'est l'anagramme de guérison. Et donc, quand on est dans cette situation-là, eh bien, on avance, mais avant tout, il faut partager. Et le partage, c'est ce qui fait l'humain. Et l'humain, c'est ce qui fait que nous soyons ici un dimanche matin. Je vous remercie de votre attention. Ah, je vous ai cloué, là. Non, je suis assez content Non, j'ai travaillé pour arriver à ça et faire de la neurogastro-entérologie, ça c'est... Merci beaucoup, cher docteur Marc Blaich, c'est bon, ça marche, pour ces observations très pertinentes. On apprend toujours avec vous, c'est habituel avec docteur Marc Blaich. C'est le partage. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions à poser, donc on commence par C. Jabir. Alors, elle est venue après. Et donc, au début, l'atteinte ophtalmologique que j'ai recherchée, parce que quand elle vomit, c'est plus facile d'avoir d'abord un fond d'œil et un examen ophtalmo que l'IRM. Et en fait, elle est venue après. Et donc, elle a fait la fameuse norme de la sclérose en plaques. Ouais. Docteur Marc, moi j'ai une question concernant le premier malade. Si vous avez parlé d'une pancolite avec une atteinte entérique et vous avez mis l'enfant sous régime, le CDED, alors que dans les recommandations, les guidelines, le CDED n'est pas indiqué dans les colites sévères. C'est les colites modérées, minimum modérées. Donc la thérapie nutritionnelle en général, c'est les colites modérées, pas les sévères. Est-ce que vous n'avez pas associé un traitement qu'après? Est-ce qu'il y avait une rémission? Est-ce qu'il y avait l'enfant a pris un temps pour avoir une rémission? Normalement, on contrôle ça dans 12 semaines. Est-ce que vous avez fait ça? Ou vous avez fait ce choix parce que c'est imposé par les parents? La deuxième solution, c'est-à-dire que là, on était devant une iléopancolique. La probabilité que le traitement nutritionnel marche était faible. Mais devant la demande des parents, l'impact et le fait qu'on a besoin toujours, avant de commencer par les biothérapies, de faire le bilan pré-biothérapie. Il faut les vacciner. Lui, il n'était pas vacciné contre la varicelle, donc il faut le vacciner contre la varicelle et attendre un petit peu. Et donc le traitement nutritionnel est très bon, entre guillemets, pour attendre sans rien faire. Et ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Comme on voulait le mettre sous azathioprine, puisque vous savez qu'une des rares indications résiduelles de l'Immurel, et maintenant encore plus après cette observation-là, c'est uniquement pour éviter la genèse d'anticorps anti-infliximab quand on fait l'infliximab. Eh bien, il faut doser le TPMT, c'est-à-dire l'enzyme qui métabolise l'Immurel,
pour que les enfants ne se retrouvent pas en aplasie. Donc, c'est un traitement qu'on fait volontiers chez l'adolescent en attendant, dans les formes sévères, que la biothérapie puisse être démarrée. Mais effectivement, ce n'était pas notre objet de le faire au long cours. Mais j'ai rajouté ces diapositives hier soir après le topo de Patrick Tougnon pour dire qu'il faut un petit peu modérer ce qu'on a à dire. Et faut, de toute façon, en médecine, il ne faut jamais dire jamais. Merci. Donc, Alors, il est bien moins efficace pour les rectocolites hémorragiques. Et tous les essais qui ont été faits avec la maladie de Crohn. Pour la rectocolite hémorragique, on est vraiment dans une autre optique avec, comme vous le savez peut-être, là, les nouvelles gélules qui vont sortir normalement, Inch'Allah, l'année prochaine, de F-Protsni, c'est-à-dire, je vais aller rapide, dans les Mickey, on a dans le microbiote une partie du microbiote qui est le Faecalibacterium protsnii, qui diminue quand l'enfant est en poussée et qui remonte quand l'enfant est en rémission. Et donc l'équipe de Saint-Antoine a mis sous forme de gélule cette partie du microbiote. Et donc peut-être qu'en faisant une transplantation de matière fécale ciblée, on arriverait à mieux traiter ces adultes et ces enfants. La perspective d'avenir pour les myquites hyper-sèches, c'est plutôt celle-ci. Oui. C'est-à-dire que s'il arrive à suivre le régime en bonne quantité, il a les apports caloriques et nutritionnels suffisants. Mais c'est sûr que ça demande une compliance. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire d'un enfant malade un enfant qui l'est moins et qui est complètement ensuite avec un trouble du comportement alimentaire? La question peut se poser. Et c'est pour ça que ces traitements-là, au long cours, c'est difficile, hein. Mais parfois, ça peut aider dans des zones un petit peu particulières. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci beaucoup, docteur Belaïch, pour vos observations très originales. Je crois que vous avez un avion à prendre. Et donc, on va clôturer cette session. Merci à tout le monde. On passe la parole à notre cher président. Merci. Merci. Avec l'intervention de notre éminent orateur, Dr Marc Belaïch, les 31e journées de l'APRT s'achèvent. C'était 3 jours de voyage, un voyage avec échange scientifique, avec partage scientifique, mais aussi dans un cadre amical avec beaucoup d'amour, beaucoup de convivialité. Je remercie tous les participants, les modérateurs, les orateurs, les médecins du reste du royaume qui ont fait le trajet parfois de très loin, d'Oujda, de Fès, de Meknas, je crois Tel Aviv. Je remercie tout le monde. Je remercie les membres du bureau qui ont resté dès le départ, dès l'Assemblée générale, jusqu'à ce jour, pour bien faire réussir. Je parle de ceux qui ont resté jusqu'à ce jour pour bien faire réussir ces journées. Je vous dis merci beaucoup et à l'année prochaine, Inch'Allah. On prend une photo ensemble. Le resto, il est ouvert pour les gens qui ne font pas partie de l'APRT. Les membres de l'APRT, ils vont rester quelques heures pour une assemblée générale. Le resto, il est ouvert pour le déjeuner.